De retour sur ce plateau pour la troisième partie de Politicia. Le plateau est toujours au complet avec nos invités Issa Koné, Adama Diomandé et Meledj Giovanni. Renforcement des institutions, consolidation des acquis démocratiques, accélération de la transformation de l'économie, réconciliation nationale. Les défis du nouveau gouvernement ivoirien sont de taille. Tour d'horizon avec Idelette Mirabel-Bissou. Le nom du Premier ministre de la Troisième République de Côte d'Ivoire a été rendu public le mardi 10 janvier 2017. Il s'agit du député maire de Korogo depuis 2001, Amadou Gan Coulibaly. À 57 ans, il remplace ainsi Daniel Kablan Duncan, nommé vice-président de la République dans la matinée du 10 janvier. Membre du Rassemblement des Républicains RDR du président Alassane Ouattara, qui forme avec le Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI de l'ancien président Henri Konan Bédié la coalition au pouvoir. Il a été ministre de l'Agriculture d'octobre 2002 à février 2010 avant d'être secrétaire général de la présidence de 2011 à 2017. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 10 janvier 2017 à la signature du décret numéro 2017-12 du 10 janvier 2017 portant nomination de M. Amadou Gan Coulibaly en qualité de Premier ministre chef du gouvernement. Outre la question sécuritaire, la cohésion sociale et politique, le nouveau Premier ministre et son gouvernement sont attendus sur d'autres points, notamment la cherté de la vie, la problématique de l'emploi et l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires. Au-delà des grands chantiers infrastructurels dans lesquels les autorités ont investi pour faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020, l'adéquation formation-emploi avec la mise en œuvre du secteur agricole qui crée un peu plus de 2 400 000 emplois en Côte d'Ivoire fait partie des priorités de l'État. À cela s'ajoute le taux-emploi qui est un défi à relever dans les années à venir. Aujourd'hui, ce que l'on entend de ce gouvernement qui va se mettre en place, c'est qu'il travaille véritablement à la réconciliation des Ivoiriens, au rassemblement, à la cohésion sociale. Cela passe nécessairement par la libération des prisonniers politiques, le retour d'exil de bon nombre d'Ivoiriens. On attend également de ce gouvernement qu'il travaille à l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Les attentes sur le plan économique, c'est que justement la cherté de la vie baisse de façon considérable. L'objectif de l'État est de faire en sorte qu'en 2020, la Côte d'Ivoire soit classée parmi les 50 meilleures économies dans le monde. Pour ce faire, plusieurs réformes ont été élaborées dans plusieurs secteurs. Sur le plan institutionnel, une nouvelle constitution qui ouvre la voie à la Troisième République a été promulguée en novembre 2016. La mise en place de ces entités est progressive dans le pays. Sur le plan économique, la croissance est encourageante et la dette publique en baisse devrait se chiffrer à moins de 40% du PIB à l'horizon 2018. À cela s'ajoute le fait que le pays est le premier producteur mondial de cacao avec 35% des récoltes mondiales. À noter que l'or noir compte pour 25% des exportations du pays. L'émergence ivoirienne pourrait donc bien être tout, sauf un slogan politique, mais une réalité ancrée dans le quotidien des populations dès 2020, si le caractère inclusif est pris en compte, renchérissent certains analystes de la scène politique ivoirienne. Je vous propose à présent d'écouter ce qu'attend le peuple ivoirien de cette nouvelle équipe gouvernementale et on en parle juste après. Réduite, c'est le premier commentaire. Donc le président, comme il l'a souhaité, il l'a dit dans ses récentes interventions, il voulait une équipe plus restreinte, sans doute plus technique pour faire un travail un peu plus accéléré. On attend de voir sur le terrain, mais le constat aussi c'est qu'il y a moins de femmes. Il y a moins de femmes et il y avait 2 représentants de la société civile qui étaient Paulette Badiou et Fazi Yaou qui sont sortis du gouvernement. Il y a des poids lourds qui étaient Patrick Hachi, Adama Tonkara, des proches du président qui étaient ministres pour certains depuis plus de 15 ans qui sont également sortis. Sans doute que leur longévité en griffe les a trahis parce qu'il faut du sang neuf. Donc on attend de voir le gouvernement à la tâche et puis commenter vraiment les premières actions. Mon constat après ce remaniement ministériel, c'est que je me rends compte que le président a fait une vaste campagne pour la parité entre hommes et femmes. Malheureusement, on se rend compte qu'il y a moins de femmes. Et je pense que c'est mon seul bémol, quoi. J'aurais voulu qu'il y ait au moins la moitié des femmes dans le gouvernement. J'aimerais franchement que ce nouveau gouvernement s'occupe des Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens ont de véritables problèmes.
Voilà, c'est ce qu'on attend d'eux. Il y a une nouvelle équipe gouvernementale, on attend qu'ils apportent plus de solutions aux problèmes des Ivoiriens, surtout au niveau de la cherté de la vie. Là, on sait qu'il y a une grogne sociale au niveau de la cherté de la vie, donc on attend que ce nouveau gouvernement apporte des solutions concrètes à ce problème-là. Et puis vont apporter aussi d'autres solutions au niveau des problèmes sécuritaires. Il y a le phénomène des microbes, donc on attend que ce gouvernement apporte des solutions à ce niveau. La priorité qui est... Alors, je voudrais qu'on procède point par point à M. Koné, déjà sur le plan politique. Qu'attendez-vous de ce nouveau gouvernement ivoirien? Merci, je vous remercie. Nous attendons beaucoup du point de vue politique de ce gouvernement. Nous autres, en tant que militants du FPI, nous avons beaucoup de nos camarades, un très grand nombre de nos camarades qui sont aujourd'hui incarcérés dans les prisons en Côte d'Ivoire. Certains diront que c'est la justice qui s'en occupe, d'autres diront que ce n'est pas un problème que le président peut résoudre. Non, si, le président peut le résoudre. Parce que c'est des militants, des Ivoiriens qui ont été arrêtés à la suite de la crise post-électorale que nous avons connue en Côte d'Ivoire. Les maintenir en prison depuis 6 ans n'est pas de nature à favoriser ou à faciliter la réconciliation nationale. Or, aujourd'hui, Alassane Ouattara a le devoir, avant de partir de ce pouvoir, le devoir de réconcilier les Ivoiriens. Nous autres, membres donc du FPI, nous appelons de tous nos voeux la libération de tous nos camarades qui sont en prison. Nous demandons à ce que des conditions idoines soient mises en place pour que nos camarades qui sont encore en exil, qui sont au Ghana, qui sont au Togo, qui sont au Bénin, qui sont au Libéria, que des conditions soient mises en place pour que ces camarades puissent revenir au pays parce que chacun est mieux chez soi. Moi, du point de vue politique, c'est ce que j'attends du RDR et du RHDP. Par contre, il faudrait qu'ils mettent tout en œuvre pour que la démocratie qu'on appelait de tous nos voeux, celle pour laquelle le président Laurent Gbagbo s'est battu près de 30 ans, le président Laurent Gbagbo s'est battu pour que la Côte d'Ivoire puisse connaître le multipartisme. Le président Laurent Gbagbo s'est battu pour que des acquis démocratiques soient en Côte d'Ivoire. Quand le président Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir, le même Ouattara était sous le coup, comment on appelle ça, d'un mandat international d'arrêt qui avait été lancé par Konan Bédié. Le président Laurent Gbagbo, en homme démocrate, quand il est arrivé, il a trouvé qu'aucun Ivoirien ne doit être contraint à l'exil. Merci, Monsieur Koné. Monsieur Diomandé, Monsieur Koné a parlé de la libération des prisonniers politiques. Il est vrai que cela pourrait encourager, en tout cas, le processus de réconciliation. Pourquoi n'est-ce pas envisagé? Chaque chose en son temps. Le président, dans son adresse à la nation pour la nouvelle année, a donné sa parole aux religieux, aux chefs coutumiers. Le président est conscient qu'il faut une réconciliation solide et définitive en Côte d'Ivoire. Je pense les 4 ans qui lui restent, il va s'atteler à réconcilier les Ivoiriens. C'est le souhait des Ivoiriens. Pour une fois, je suis d'accord avec Koné, il faut cette réconciliation. Il faut le pardon, et le pardon se fait avec des personnes opposées, qui se sont opposées. Et aujourd'hui, je pense que la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens ont pris la mesure du vivre ensemble. Et je souhaite réellement qu'on trouve une solution politique pour vraiment réconcilier les Ivoiriens. En cela, pourquoi cela prend autant de temps finalement, M. Meledj? Parce que la fracture était profonde. Et aujourd'hui, je pense que le président Afin N'Guessan pose des pas significatifs. Et vous allez, dans pas longtemps, je pense que les Ivoiriens sont
vont percevoir cette réconciliation-là. Écoutez, moi je pense qu'il faut déjà qu'il y ait la volonté de réconcilier. Parce que c'est la volonté de réconcilier qui est l'élément, cette intention qui doit être manifeste. Voilà. Et au plan politique, je n'entends pas moins que ce qu'a dit M. Ladio. Véritablement, il faut qu'on quitte les slogans. Il faut qu'on quitte les slogans, le vivre ensemble. Il faut qu'on quitte les slogans pour poser des actes concrets. Et comme acte concret, je vous donne un exemple. M. Diomandé a souvent tendance à repartir en arrière. Je vais emprunter son chemin pour me retrouver en arrière. Lorsque le président Laurent Gbagbo a pris le pouvoir, il s'est rendu compte que la Constitution interdisait à tout Ivoirien de vivre en exil. Il a fait rentrer M. Henri Konan Bédié qui était en exil. Il a fait rentrer M. Alassane Ouattara qui était sous le coup d'un mandat d'exil. Il les a fait entrer. Il a organisé un débat national sur la réconciliation nationale où les uns et les autres ont eu le temps de s'expliquer sur ce qui ne va pas et pour pouvoir trouver la solution dans le cadre des institutions de la République et qui était dirigé par M. Seydou Diarra. Ce sont des actes concrets. Venant à M. Alassane Ouattara, il faut éviter qu'on puisse toujours lancer des slogans. Je voudrais et j'espère que ce gouvernement mis en place, quoique je sois pessimiste sur leur volonté de réconcilier, mais je m'engage à y croire. Il faut que ce gouvernement-là fasse libérer les prisonniers politiques parce qu'on ne peut pas considérer que des pères de famille sont en prison, souvent même sans procès depuis 6 ans. Si on ne peut pas les juger, au moins qu'on les libère. Et qu'on libère ceux qui sont les prisonniers politiques. Le président de la République, lors de son adresse relativement aux nouvelles, a parlé de libération des prisonniers de droit commun, mais qu'on libère les prisonniers politiques et qu'on décide de faire, d'engager véritablement le retour d'exil des nombreux Ivoiriens sans condition, qu'on évite de croire qu'il y a ceux qui rentrent, qui peuvent circuler à Abidjan normalement, et il y a ceux qui rentrent, qui doivent se taire, ou s'ils l'ouvrent, on les remet en prison à nouveau. Donc, il faut Merci, M. Meledj. Sur le plan économique à présent, avec une croissance moyenne de 9% par an depuis 2012, mais selon la Banque mondiale, depuis 2008, il y a près de 100 000 Ivoiriens qui ont basculé dans la pauvreté. M. Koné, cela veut dire que la croissance ne profite pas à tous. Si je veux prendre M. Ouattara au mot, il dit l'argent travaille, mais l'argent ne circule pas. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je vais vous dire que le taux de pauvreté aujourd'hui en Côte d'Ivoire est tellement élevé que c'est très difficile, même pour un économiste, de donner le pourcentage. Regardez, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il est difficile de voir des jeunes ou alors des Ivoiriens manger à leur faim. Tout le monde dit que le panier de la ménagère est vide. Aujourd'hui, tous les fonctionnaires, je dis bien tous les fonctionnaires en Côte d'Ivoire, sont en grève. Le défi de ce gouvernement qui vient de se mettre en place sera de retirer purement et simplement l'ordonnance prise en 2012 qui porte réforme de la pension des retraites. Son défi sera aussi de payer tous les stocks d'arriérés des salaires des fonctionnaires ivoiriens. Il faut revaloriser l'indemnité et accessoires des salaires de tous les fonctionnaires en Côte d'Ivoire. Il faut que le gouvernement respecte la liberté syndicale parce que la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, a tout dernièrement menacer un syndicaliste ivoirien de le jeter, c'est pas au nord du pays, parce qu'il est en train de revendiquer pour sa corporation. Ce n'est pas bon. Il y a l'enjeu très important aussi du chômage des jeunes, M. Diomandé. Je voudrais finir là-dessus. Juste très rapidement. Voilà, très rapidement. Donc, les fonctionnaires ivoiriens demandent aussi que, comme on appelle le retrait des impôts sur les traitements des salaires et sur la contribution nationale. Cette grève-là, elle a été suivie à près de 93%. C'est l'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire qui est dirigé par M. Abonga, qui a lancé le mot d'ordre et qui a suivi. Donc, le président de la République et le nouveau gouvernement doivent faire face
aux revendications salariales des fonctionnaires, qu'ils soient de l'éducation nationale, de la santé, des régies financières, de l'administration générale. Il faudrait qu'une discussion franche soit engagée avec s'il vous plaît, mais je vais vous donner la parole. Il faut une discussion franche avec l'intersyndicale. Merci, s'il vous plaît, pour votre intervention. Monsieur Diomandé, très rapidement. Merci. Je voudrais dire, moi-même, j'ai été syndicaliste ici. Donc, ce n'est pas moi qui va dire que les syndicats n'ont pas le droit de revendiquer et même de faire la grève. Je dis, les syndicats doivent aussi choisir leur moment où ils peuvent discuter avec leur patron ou le gouvernement. Je dis, même si cette grève a été suivie, les fonctionnaires ont tout à fait le droit de revendiquer l'augmentation de salaire et ce que le gouvernement leur doit. Mais il faut savoir le faire dans le temps. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas fallu lancer cette grève au moment de la construction de la Troisième République, puisque en faisant cette grève, il n'y avait plus de ministres en fonction. Donc l'État ne fonctionnait pas? Non, l'État fonctionnait, mais les ministres ne pouvaient pas prendre de décisions puisqu'ils avaient été démis de leur fonction. Merci, M. Diomandé. Ce sera le mot de la fin, s'il vous plaît. Merci, M. Diomandé, pour votre participation et merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes président de l'Alliance pour la défense de la démocratie et des libertés. M. Meledj Aka, Émile Giovanni, merci également d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes juriste. Malheureusement, on n'a plus... le temps inutilement. Alors. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle donc que vous êtes juriste, écrivain et secrétaire national de l'Union des nouvelles générations. Monsieur Issa Koné, merci également d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint du FPI France. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'information continue.